Bonjour, nous sommes le mardi 20 octobre 2020 et je vais appeler ma vidéo, je vais l'appeler l'actualité du jour et je vais lui donner un sous-titre. Et ce sous-titre c'est Dépressif s'abstenir. Voilà, parce que les choses qu'il y a à dire ne sont pas particulièrement réjouissantes. Il y a des vérités à rappeler, des choses à simplifier, à les mettre voilà, sous forme de, comment dire, de choses plus faciles à digérer que la manière dont on vous les présente d'habitude. Et de quoi je vais parler? Je vais parler de la Covid-19, je vais vous parler des élections aux États-Unis et je vais vous parler de la France dans une perspective particulière qui est le rapport entre voilà, la France et le monde de l'islam. Voilà. Euh, vous avez compris pourquoi tout ça est assez déprimant, parce qu'il n'y a pas de choses très réjouissantes, il n'y a pas de grandes solutions, il n'y a pas de... Voilà. Il n'y a pas beaucoup de lumière au bout du tunnel et en fait nous sommes au début ou au milieu de l'automne. Il y a encore l'hiver à passer avant de voir revenir le printemps. Il y a des tas d'événements que j'avais décidé de participer et puis ils basculent tous un par un dans le virtuel, dans le distanciel. Je ne suis pas prêt de reprendre le train et bon, vous êtes obligé de le faire, mais c'est pas recommandé. Qu'est-ce qu'on a eu? Ben, on a eu ce qu'on appelle, c'est difficile de dire, première vague, seconde vague, troisième vague. Quand vous regardez le nombre de cas déclarés à la surface du monde, on a atteint un plateau vers le mois de mai pour le monde entier. Et depuis, ça ondule. Voilà, il y a un plateau, ça baisse un petit peu, ça remonte, etc. Et si on parle de cas cumulés, bien entendu, bah, ça continue à monter vers le ciel. Il n'y a pas d'infléchissement. La situation se détériore à peu près partout. Pourquoi? Parce que ben, on a utilisé des méthodes plus ou moins radicales dans nos pays. Il y a des pays où on a utilisé des méthodes vraiment radicales et ça a marché. Je vais y revenir. Et puis nous, on a fait voilà 3 pas en avant, 2 pas en arrière et on est de nouveau dans le. Voilà, on n'a pas malheureusement on n'a pas tiré les leçons qui étaient pourtant claires de ce qu'il fallait faire si ça revenait, il fallait mettre entre parenthèses la protection de l'économie qui est de toute façon dans les choux et, et essayer de sauver les gens pour que, dans un deuxième stade, les gens puissent recommencer à travailler, puisque nous sommes malheureusement dans un monde où on est obligé de travailler. Et comme j'ai déjà expliqué, c'est pas tellement qu'on ait besoin de travailler, c'est qu'on essaie de trouver un truc pour que les gens qui ont fait du profit en vendant les choses plus chères que ce qu'elles ont coûté, pour que cet argent-là se retrouve sous forme de pouvoir d'achat dans la population. C'est pas tellement qu'on soit tellement soucieux de que les gens travaillent, mais c'est parce que l'autre moyen de faire que les gens aient du pouvoir d'achat, ce serait essentiellement de le confisquer aux gens qui font du profit et de le redistribuer aux autres. Alors on en arrivera peut-être là, hein, quand ça deviendra de plus en plus une fiction, que les gens travaillent et que ça sert à quelque chose pour faire de la valeur ajoutée, on en sera peut-être venu là. Et c'est intéressant, par exemple, que le Fonds monétaire international en soit venu là, qu'il n'y ait pas d'austérité. Alors vous vous souvenez bon, de machin il y a 12 ans. Bon, enfin, je reviendrai là-dessus, c'est un problème un peu distinct. Donc, une épidémie qui fait que tant qu'on n'a pas de vaccin et que ce ne soit pas un vaccin efficace, on me dit oui, ben, les vaccins, il faudra peut-être les refaire de temps en temps. Oui, évidemment, ben, pour la grippe aussi, il faut les refaire tous les ans. Donc, ça, c'est pas une. Bon, et pour des tas d'autres maladies, il faut vous faire des rappels de vaccins. L'immunité ne dure pas toujours. Mais enfin, bon, quand on aura un vaccin, ce sera quand même mieux que de ne pas en avoir. Ça permettra d'avoir une certaine protection qui aura été calculée et qui sera plus efficace que simplement sortir en espérant que ça passe ou ça casse. Alors il y a des choses qui marchent, le masque ça marche, la distanciation sociale ça marche, le confinement c'est encore plus efficace, ça a des inconvénients.
Et puis surtout, on avait dit aux gens, le confinement, ben, c'est un mauvais moment passé, vous retenez votre respiration, et puis à la sortie, voilà, le problème sera réglé une fois pour toutes. Et là, bah, j'avais dit casse-cou, comme d'habitude, quand je me trouve face à un problème où les causes étant les mêmes, les effets seront les mêmes. Je l'ai répété à plusieurs reprises. On dit, voilà, là, toujours la même chose. Oiseau de mauvais augure, etc. En face de ça, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve des gens qui vous disent, on a trouvé le médicament miracle, en fait, ça n'a jamais eu lieu, et si ça a eu lieu, ça reviendra de toute manière pas une seconde fois, etc. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ben, c'est ce qu'on appelle la pensée positive, c'est là où la méthode Coué, c'est dire qu'il n'y a pas de problème ou bien que tout s'arrangera nécessairement. Et pourquoi est-ce qu'on nous dit ça? Ben, on dit c'est bon pour le moral, c'est bon pour le moral. Voilà, il faut que les gens gardent l'impression que ça va s'arrêter bientôt, etc. Mais je voudrais quand même dire une chose à propos de ces oiseaux de bon augure systématiques. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font quand même que les gens vont de déception en déception. La déception ne porte pas tellement sur eux, parce que tant qu'ils continueront à dire oui, mais demain ça va s'arranger, les gens continueront à les écouter. Mais ils obligent quand même les gens à se dire ça va aller mieux, et puis de voir que ça va pas mieux, et puis on leur dit à nouveau oui, mais ça va mieux de nouveau, et etc., etc. Je suis pas sûr que ce soit meilleur pour le moral que de mort sur sa chic en se disant ben, quand ce sera terminé, et ça ira mieux. En attendant, je fais ce qu'il faut. C'est des questions de, voilà, c'est peut-être lié au christianisme où une fois par semaine on allait se confesser, et, voilà, et tous les péchés étaient mis était supprimé, et on nous disait quelques Ave et quelques Pater et Ave Marie et notre Père qui êtes aux cieux, et puis l'affaire était réglée et on repartait pour un tour. Je crois que c'est peut-être ça qui fait que on redécouvre aussi facilement le professeur machin, le docteur machin, voilà, des saints populaires comme je les appelle, saints d'un culte populaire qui réapparaissent. C'est un truc voilà qui est sans doute propre à notre culture. On aime bien ça. On préfère les montagnes russes de l'espoir et de la déception au fait de mort sur sa chic, probablement. Enfin voilà, donc, mais la difficulté, elle est que les gens qui étaient sûrs que ça allait s'arrêter, pour une raison X ou Y qui était de l'ordre de la croyance, ben ceux-là, pour eux, c'est plus dur que ceux qui, comme moi, comme les lecteurs de mon blog, se disaient, quand on leur disait en mai ce sera terminé ou en juin ce sera terminé, de dire on jugera sur pièce, on verra quand ce sera terminé. C'était pas une mauvaise chose de se rappeler qu'on employait des mots comme calamité, plaie, fléau pour ce genre de choses, même si c'est pas une pandémie avec une mortalité très très élevée. On n'a pas encore fait le tour exactement des séquelles que ça donne chez les gens, même chez les gens qui ont été asymptomatiques, même chez les gens qui ont juste eu un petit rhume. On les voit après, voilà, avec l'enveloppe des vaisseaux sanguins abîmés, avec les conséquences que ça peut avoir, que ce soit dans le cerveau, que ce soit dans le reste du corps, ici et là, et ainsi de suite. Bon, alors, qu'est-ce qu'il faut dire? Bah, le blog de Paul Jorion va continuer son œuvre salutaire d'essayer de dire ce qu'on comprend, et surtout pas, c'est pas ce que vend la boutique de faux espoirs. C'est pas ça qu'on vend. On vend de la lucidité, et même si ça demande une certaine, voilà, à ce qu'on ment sur sa chic. Alors, ben, on continue de ce côté-là. On va voir. Est-ce que c'est bon pour l'économie qu'il y ait une seconde vague? Non, c'est pas bon pour l'économie. Mais ça, là, bon, la leçon est là. La Chine avait déjà des chiffres positifs pour son PIB. Je vous ai déjà dit, je ne suis pas un grand prêtre du PIB, je ne suis pas un croyant du PIB, je vous expliquais ce que c'était. C'est des bénéfices qui doivent être déplacés par la suite. Mais enfin bon, c'est quand même une mesure de l'activité économique. La Chine a une croissance positive au deuxième trimestre, elle en a aussi au troisième trimestre. Ça va être pratiquement le seul. Bon, il y aura des pays du même genre, la Corée du Sud, le Vietnam, peut-être le Japon d'une certaine mesure. Euh,
il faut bien le dire, il faut bien le dire, et puis bon, on peut ne pas être content du tout de la conclusion, mais c'est le seul pays qui a trouvé la méthode qu'il fallait. Il faut éradiquer ce truc le plus rapidement possible, empêcher que ça circule, dès que ça réapparaît, reconfiner, refermer, parce que les demi-mesures c'est une règle générale, les demi-mesures, ça ne marche pas. Et vous pouvez le voir, les pays qui ont le plus grand nombre de morts sont aussi, en général, ceux qui ont les pires résultats économiques. Essayer de relancer l'économie dans une situation où ça ne marche pas, où ça ne peut pas marcher, c'est pire que de la fermer provisoirement. Et là aussi, c'est pas mal que le Fonds monétaire international dise exactement ce que je viens de dire là. C'est pas là que je l'ai recopié, je le disais longtemps avant que lui le dise, mais c'est pas mal non plus que des institutions internationales arrivent enfin à l'âge de raison. Ils auraient pu tirer cette leçon-là en 2008, ils l'ont pas fait, il aura fallu 12 ans supplémentaires. Mais enfin bon, moi je suis pas du genre à dire c'est pas bien, vous auriez dû le faire avant. Mieux vaut tard que jamais et qu'on aille de l'avant. Bon, ça c'est pour une première chose. Deuxième chose, où c'est aussi, je ne vais pas vous remonter le moral en vous parlant des États-Unis. C'est un pays qui s'est arrangé dans sa manière de, en fait, c'est parce que ce pays est une fédération et que cette fédération n'est pas le résultat du fait qu'on est d'en haut divisé un État en différentes régions qui après seront fédérées les unes par rapport aux autres. Non, non, ce sont des États un par un qui se sont fédérés, chacun avec ses mesures particulières, définitions particulières de ce que c'est qu'élire des gens, avec un niveau, plus deux niveaux, trois niveaux de délégation entre des délégués, ou bien d'un suffrage direct, etc. Mais donc, quand vous élisez un président de la République ou une présidente de la République, c'est un mélange de différents systèmes qui font que quand on regarde qui décide finalement des choses, de qui sera un président, je crois que c'est une fraction 70 sur 360, ça nous fait 36, un cinquième, ça qui fait qu'il y a un cinquième de la population, 20% de la population, à vue de nez, il y a un cinquième de la population qui décide, qui détermine qui sera le président. Pourquoi? Parce que dans tous les autres États, le problème est réglé parce que d'avance, parce qu'il y a des grandes majorités, soit de républicains, soit de démocrates. Et donc, on a ce qu'on appelle les swing states, qui sont les États susceptibles de balancer d'un côté à l'autre. Et là aussi, les situations peuvent être plus ou moins claires parce qu'il y a en fonction de ces niveaux de délégation, et donc il y a un cinquième de la population en réalité des États-Unis qui, par son vote, peut faire une différence. Tous les autres ne font qu'entériner des choses qui sont inscrites d'avance dans un équilibre délicat qui a été fait entre, voilà, il y a des États où il n'y avait personne, c'était des grandes plaines vides. Enfin, vite, parce qu'on avait essentiellement éliminé les gens qui habitaient là auparavant. Mais enfin, bon, ça, c'est une affaire ancienne du 19e siècle. J'allais dire qui se poursuit quand même en sous-main. Et on voulait quand même leur donner une voix par rapport à des États qui sont des États côtiers, où il y a des villes avec des millions d'habitants, si pas des dizaines de millions d'habitants. Moi, j'ai habité dans le comté de Los Angeles, qui a davantage d'habitants que le pays où je suis né, la Belgique. Voilà, alors on essaye de concilier tout ça, et du coup, il y a des tas de gens dont la voix ne compte pas, puisqu'ils font partie d'une grande masse de gens qui votent d'une certaine manière. Et donc on se retrouve à chaque élection à essayer de déterminer à partir d'un cinquième de la population ce qui va se passer avec mais encore, dans, je ne sais pas, une demi-douzaine de swing states, qui ont chacun leur système particulier de vote, et où le gouverneur peut être d'une obédience politique différente des électeurs qui vont apparaître du Sénat local et ainsi de suite. Un cauchemar. Il y a quelques voix qui se sont élevées pour dire qu'on va peut-être essayer d'arranger, de faire les choses autrement la prochaine fois, parce qu'on se retrouve souvent avec la situation où le vote populaire, c'est-à-dire ce qu'aurait donné le suffrage universel, donne le résultat inverse du président qui est élu. Je peux dire le président, parce que jusqu'ici, il n'y en a eu que des présidents.
Et donc, voilà, donc ça a été le cas en particulier pour M. Al Gore qui a perdu et pour Mme Hillary Clinton qui a perdu, alors qu'ils avaient gagné le vote populaire, alors qu'au suffrage universel, ils auraient été président des États-Unis. Je ne dis pas que ça aurait été. Enfin, si, dans le cas de Trump, on peut dire que n'importe qui d'autre, n'importe quel autre citoyen américain qui aurait été nommé, qui aurait été élu à sa place, le résultat aurait été probablement moins grave que ce qu'on observe aujourd'hui. Enfin bon, donc le 3 novembre, on ne saura pas qui a été élu, mais on aura une indication. Pourquoi est-ce qu'on ne saura pas? Parce qu'il y aura encore des tas de votes par correspondance à dépouiller. Mais ce qu'on voit en tout cas, c'est une grande mobilisation du côté des démocrates. Ou des gens dont les démocrates jugent qui pourront être dans leur camp. Les votes par correspondance, on le voit, sont très élevé, il y a une mobilisation de terrain. Pour ce qui est et ça, bon, on était aux États-Unis, donc ça compte quand même. Pour ce qui est des dépenses au niveau des États, et en particulier de ces swing states, de ces États qui font la différence, les sommes réunies par les gens qui peuvent mettre de l'argent dans les campagnes électorales, les sommes pour le moment, ça date au moins d'un mois, 2 mois, du côté démocrate, les sommes à dépenser sont des sommes beaucoup plus considérables. Et d'autre part, il y a le fameux Lincoln Project, c'est-à-dire il y a un groupe très actif de républicains en faveur de Biden contre Trump et qui eux aussi semblent, ils sont même un peu ennuyés quand on les interroge à ce sujet, ils sont un peu ennuyés de la hauteur de leur budget. C'est pas les gens qui quémandent, si, il faut aller sur leur site et un peu par habitude on dit si vous voulez mettre un peu d'argent en pot, pourquoi pas, mais il ne manque pas de fonds non plus. Donc du côté des adversaires de Trump, ou alors il peut tirer un argument. Vous voyez, ce sont les riches qui sont contre moi. Et c'est vrai que quand on regarde ce qui lui reste comme base d'électeurs, ce sont essentiellement des gens à bas revenus. C'est essentiellement effectivement les hommes blancs. Les hommes blancs sans diplôme universitaire. Il y a cette fois-ci, et ça il faut attirer l'attention, on l'avait dit à propos de 2016, on a dit, vous voyez, c'est bizarre, les femmes sont aussi enthousiastes pour Trump que les hommes, malgré la manière dont ils les traitent. Et là, cette fois-ci, non, il y a un différentiel entre les intentions de vote des femmes pour le dire autrement, il y a peu de femmes qui manifestent l'intention de voter pour Trump. Alors on me dit oui, mais les gens mentent, en particulier les électeurs de Trump, qui ont l'habitude de mentir comme leur patron, ils mentent même quand on leur pose des questions pour les sondages. Et oui, sans doute, c'est vrai, c'est constaté, mais ça ne porte pas sur des nombres considérables non plus. Même les électeurs, il y a même des électeurs de Trump qui sont fiers et qui de le dire. Enfin voilà, donc c'est quoi le 3? Oui, dans 2 semaines, on aura au moins une indication autre que les sondages, sur qui va être le prochain président des États-Unis. Et comme le disent beaucoup de commentateurs, et même là je le souligne, du côté républicain, la femme de McCain, qui représente quand même un courant significatif dans le parti républicain, la femme de McCain appelle à voter pour Biden. La nièce de Trump, Mary Leah Trump, demande à ce qu'on vote pour Biden. Et dernière recrue, une femme, là aussi qui dit des choses très intéressantes, Caroline Giuliani, qui dit mon père a perdu les pédales. Et je vous rappelle, c'est l'homme qui s'est fait manipuler et qui continue sans doute de se faire manipuler par la propagande russe en Ukraine et qui est sous surveillance, voilà, apparemment maintenant ça se révèle petit à petit, sous surveillance permanente du FBI pour les affaires extérieures, de la CIA et compagnie. Et sa fille dit, elle aussi, mon père a été roulé dans la farine et surtout vous ne faites pas comme lui, ne vous apprêtez pas à voter pour Trump. Alors, dernière partie et non la moindre.
c'est un sujet sur lequel je me prononce rarement parce que c'est un sujet très très grave. Et quand je dis grave, il est grave à la fois parce qu'il y a des implications très très sérieuses. Et il est grave parce que quand on parle de religion, il faut en parler avec gravité. Si vous voulez mon sentiment personnel, je ne suis pas quelqu'un qui trouve que ce soit une bonne idée de faire des caricatures des dieux des autres. Mon argument essentiel, c'est je crois qu'il y a des choses plus intéressantes à faire dans la vie. Et surtout, on joue avec le feu. On joue avec le feu, on risque de mettre à tout instant le feu à une poudrière. On peut dire, et ça il faut le souligner, c'est pas moi qui mets la poudre, c'est pas moi qui ai inventé les allumettes, etc. Oui, mais il y a quand même un machin qu'on appelle, voilà, c'est une vertu au sens classique, qu'on appelle la prudence. Alors, sachant que le monde est comme il est, voilà, sachant que voilà, si vous allez vous promener sur le bord d'un volcan où on dit qu'il est actif, sachez que vous courez plus de risques que si vous restez sur les pentes. Encore qu'un volcan, ça peut exploser très rapidement, et puis l'effet peut être instantané, mais sachez à quoi vous avez affaire. Alors, je vais dire un certain nombre de choses sur la religion, sur l'islam, sur la religion musulmane. Je vais rester essentiellement, parce que j'aurai quand même une opinion, je dirais, d'ordre éthique qui sera probablement une opinion personnelle, mais je vais essayer de me cantonner dans mon rôle d'anthropologue, de sociologue, voilà, de personne qui réfléchit sur les rapports entre les êtres humains. Et je vais dire un certain nombre de choses. J'ai un cours, je suis en préparation d'ailleurs sur ces choses-là, et voilà, je relis mes notes, ce qui est une bonne chose dans le climat contemporain. Il y a des religions, et ces religions ne disent pas toutes la même chose. Alors quand j'ai publié un article intéressant d'un philosophe chinois, et qui nous dit par exemple, voilà, les religions monothéistes disent que oui, les religions monothéistes sont différentes des polythéistes et ainsi de suite, mais dans les grandes qu'on connaît, elles ne disent pas la même chose. Le judaïsme, le christianisme et l'islam ne disent pas la même chose. Elles ne parlent pas des êtres humains dans des termes identiques, et chacune le fait d'une manière confrontational, d'une manière plus ou moins antagoniste envers ceux qui ne sont pas les croyants, les fidèles de cette religion-là. Bon, les textes ne disent pas la même chose. Voilà, les textes anciens, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, le Coran ne disent pas la même chose sur la manière dont il faut traiter les autres et ce que doivent être les yeux, ce que les autres sont aux yeux de Dieu et doivent être aux yeux des croyants de cette religion-là. Bon, donc les religions, dans leurs textes sacrés, sont plus ou moins antagonistes vis-à-vis de celui qui n'est pas infidèle de cette religion-là. Bon. Les religions aussi ont une attitude plus ou moins militante contre celui qui voudrait quitter cette religion-là, qui affirmerait qu'il n'est plus chrétien, qu'il n'est plus juif, qu'il n'est plus musulman. Et là, vous le savez aussi, il suffit de le dire, pour savoir que l'attitude de ces trois religions, bien qu'elles soient monothéistes, n'est pas du tout la même vis-à-vis de ça. Il y a des religions, une en particulier, qui parle de l'apostasie, c'est-à-dire que celui qui quitte cette religion-là est désigné à des poursuites au moins par ceux qui continuent à être les fidèles de cette religion-là. J'allais dire est désigné à la mort. D'une certaine manière, oui, l'apostasie est punie de mort. Ce qui rend déjà très difficile un processus, je dirais, de sécularisation. Je ne dis pas que c'était facile dans le cas du christianisme, je ne dis pas que le christianisme a toujours été extrêmement poli vis-à-vis de ses ennemis, je ne vous parlerai pas de l'Inquisition et ainsi de suite, mais au fil des siècles, il est devenu de plus en plus facile pour un chrétien de cesser de l'être, de ne plus aller à l'église, de pouvoir même dire de manière, je dirais, ouverte, j'ai cessé d'être catholique ou j'ai cessé d'être protestant sans risquer sa vie pour autant. C'est une première chose. C'est une première chose. La réciprocité aussi à l'intérieur des textes. L'autre en face.
Et ça a été un grand débat entre Paul et Pierre au tout début. Est-ce que le message s'adresse aux Juifs uniquement, version Pierre? Est-ce que le message s'adresse absolument à tout le monde? Est-ce que quelqu'un qui devient chrétien et devient chrétien exactement au même titre que tous les autres, mais aussi celui qui refuserait de le faire? Est-ce que c'est quelqu'un qui, du coup, perd d'une certaine manière son statut d'être humain? Et là, je crois quand même que les évangiles et les épîtres de Saint Paul sont clairs. Il n'y a pas d'exclusion définitive. On ne vous rejette pas, on vous traite pas automatiquement, je dirais, comme quelqu'un d'un peu d'une race inférieure. Bon. Tandis que dans d'autres textes, il y a quand même la suggestion que celui qui n'est pas croyant n'est pas d'un degré égal à vous en termes d'humanité. Pourquoi? Parce que vous êtes un méchant. Pourquoi est-ce que vous êtes méchant? Parce que vous savez où est la vraie religion et vous refusez de la rejoindre. Il y a une perversité chez vous si vous n'êtes pas musulman. Vous avez la possibilité de voir le vrai Dieu et vous ne la saisissez pas. Donc vous êtes quelqu'un qui, voilà, vous êtes stigmatisé. Vous êtes stigmatisé. Alors, ça ne veut pas dire non plus qu'il est dit qu'on ne peut pas vivre dans un monde qui soit un autre, dans le monde chrétien. Il y a en particulier la loi de nécessité qui vous permet de vivre dans de mondes entouré de gens qui ne sont pas comme vous des musulmans. Mais dans cette loi de nécessité, il y a quand même en arrière-plan, et si je me trompe, dites-le moi, enfin je crois avoir bien suivi avec beaucoup d'attention les cours sur l'islam qu'on m'a donné, il y a quand même cette idée que c'est un statut provisoire, qu'il faut essayer de cesser, d'être entouré de non-croyants, qu'il faut d'une certaine manière les exploiter pour votre avantage et qu'il faut essayer de les convertir. Mais ça, bon, comment ça s'appelle? J'oublie le terme pour ça. Ça existe, le prosélytisme, ça existe aussi dans le christianisme. Mais donc c'est une situation qui est par définition devrait être provisoire. C'est une situation où on vous dit que l'autre n'est pas de la même qualité que vous, parce qu'il est un méchant, parce qu'il refuse de voir la vérité, et que la seule chose qu'on peut faire, c'est essayer de les exploiter au maximum. Bon. Ça rend, poser le problème dans ces termes-là, ça rend très difficile la coexistence. D'abord parce que c'est mis comme un truc provisoire, parce qu'on est bien entouré des mêmes, parce qu'eux ne sont pas méchants. Je mets méchants entre guillemets, hein, je peux dire voilà, pécheurs, coupables. Les autres sont coupables. Ils sont coupables qu'on leur propose le vrai Dieu et qui refusent de le reconnaître. Donc déjà, il y a une situation, je dirais, instable. Il y a une instabilité. La présence de communautés musulmanes à l'intérieur d'un monde qui n'est pas musulman crée des situations d'instabilité. Alors, j'y ai fait allusion tout à l'heure quand j'ai dit, bon, c'est pas ma tasse de thé de faire des caricatures. D'abord, je ne sais pas assez bien dessiner, mais même si je savais, je ne crois pas que je passerais mon temps à ça. Sachant qu'on est dans une situation d'instabilité, il n'est pas, j'utilise le mot, je crois que c'est le bon mot, il n'est pas prudent. Il n'est pas prudent, et sachant que cette situation ne va pas s'arrêter du jour au lendemain, ne serait-ce que parce que, il faut bien le dire, nous sommes allés coloniser des pays musulmans où on nous avait rien demandé, on ne nous avait pas demandé de venir. Alors ça peut être à partir de bons sentiments, comme on l'a dit, parce que oui, mais ces gens étaient en train de se massacrer eux-mêmes, il s'agissait d'aller les séparer. Oui, bon, d'accord, mais on a quand même fait tourner le tiroir caisse au passage. La Belgique est devenue très riche en ayant une colonie comme le Congo. Les pays colonisateurs n'allaient pas coloniser les autres pays uniquement par philanthropie. Bon, je vais présenter ça. Ils n'allaient pas uniquement par philanthropie. Alors, après qu'il y ait un héritage, après qu'on fasse venir les gens avec qui les relations ne sont pas faciles par définition, qu'on les fasse venir parce qu'on a besoin de main-d'œuvre au bon marché, en plus, qu'après, quand il n'y a pas de travail, on essaye de mettre le problème entre parenthèses, qu'on parque plus ou moins dans des réserves les gens dont on n'a pas besoin dans l'immédiat.
tout ça n'arrange pas les choses. Alors quand on me dit, est-ce que c'est un problème essentiellement économique? Est-ce que c'est un problème essentiellement social? Est-ce que c'est un problème essentiellement d'ordre religieux? Non, c'est voilà, c'est comme j'emploie cette image de soliton pour les problèmes dans lesquels on est. Des vagues différentes peuvent se combiner en une vague énorme. Et là aussi, bon, dans le rapport, dans la présence de grandes communautés pardon, de pays qui sont allés coloniser d'autres pays, de la présence dans ces pays qui sont encore chrétiens ou qui ne le sont plus, qui sont des chrétiens zombies, comme dit la méthode, c'est-à-dire en fait où les gens disent non, non, je ne crois plus du tout à rien du tout, ni au ciel, ni à quoi que ce soit, mais dont tous les comportements sont encore imprégnés par l'éthique qui est celle de la religion qu'ils ont complètement oubliée, on a quand même affaire à deux mondes en présence dans une combinaison instable qui fait que oui, il y a toujours en permanence une poudrière qu'il y a, oui, qu'il y a un texte qui est un texte qui a une dimension incendiaire. Il a été fait pour ça. Tous les commentateurs sont d'accord pour dire que le Coran est à la fois un texte religieux, mais aussi un texte de fondation même d'un nationalisme arabe. Je ne vais pas parler d'intention puisque selon le prophète Mahomet, c'est un message qui lui est venu du ciel, mais il s'est fait que dans ce message venu du ciel ou qu'il a écrit lui-même de sa propre initiative, je ne me prononce pas, il y a une dimension nationaliste tout à fait évidente, qui a aussi des revirements. Il y a des revirements comme quand les gens s'intéressent à mettre les sourates, non pas par ordre de longueur, qui est l'ordre qui a été retenu, mais dans un ordre historique, d'après ce qu'on peut comprendre. C'est un texte qui a aussi un revirement, où il y a jusqu'à un certain endroit une représentation, je dirais, amicale des héritiers d'Abraham, c'est-à-dire les juifs, les chrétiens et les musulmans, et puis il y a un basculement. Je reviendrai là-dessus parce que voilà, je vais m'intéresser au texte en tant que tel pour donner des leçons. Il y a un basculement qui vous dit non, ce sont des infidèles, ce sont des incroyants, alors qu'ils pourraient savoir... They could know better. Ils savent ce qu'il faudrait faire en fait pour s'amender, pour ne plus être coupable, pour ne plus être méchant, et ils ne le font pas d'intention délibérée. Alors, pourquoi est-ce que j'ai appelé ça dépressif, s'abstenir? Vous le voyez bien, c'est parce que les solutions ne sont pas évidentes. Il n'y a pas de solution évidente. On peut aller vers la solution. Quand on parle, voilà, on peut prôner une fiscalité plus agressive envers les riches plutôt que l'austérité, comme le fait maintenant le Fonds monétaire international et comme un certain nombre de personnes, je n'étais pas le seul à le dire, le disent depuis un certain nombre d'années. Il y a moyen de poser le problème de l'islam en France à partir d'une grille de lecture qui dit poudrière, situation instable, texte incendiaire. Il y a moyen de poser quand même les problèmes dans ces termes-là et d'avancer quand même plus rapidement vers, sinon pas une solution définitive, parce que je voulais souligner sous différents aspects, une solution définitive ne se profile pas à l'horizon. Mais on peut au moins gérer les situations de fait telles qu'elles sont, à mon sens, mieux qu'on ne le fait. Bon, je ne vais pas entrer dans les détails. Mais le fait est que nous oublions nos histoires. Nous oublions que la notion de blasphème existait dans nos religions. Nous oublions que c'est une loi de 1905, c'est-à-dire pas il y a un million d'années, qui a réglé le problème entre la religion catholique et l'État en France, et ainsi de suite. Bon, mais là, je ne vais pas entrer maintenant dans un débat historique. Je crois avoir dit ce que j'avais envie de dire pour ce matin. Et voilà. Donc, l'état de l'actualité. Lucidité, mon message est toujours sur le même, et c'est mon message sur la Covid-19. Si vous êtes du genre à raconter des bobards en disant il n'y a pas vraiment de seconde vague, oui mais vous voyez il n'y a pas autant de morts, oui mais les tests de positivité ça ne veut rien dire, oui mais regardez si on teste davantage, cessez de dire ça, je ne crois pas que ça fasse du bien aux gens. D'abord, vous serez pris à
à contre-pied de manière permanente. Et je ne crois pas que l'alternance en montagne russe d'un espoir sans justification, injustifié, et de déception qui les suivent, je ne crois pas que ce soit meilleur pour le moral que le fait de regarder en face la situation et de se dire c'est une situation compliquée, l'histoire humaine en est plein, on y est entré, on en est sorti, mais on ne pouvait pas dire d'avance combien de temps ça allait durer, et ça n'a pas été fait, ça n'a pas été fait pour rendre les gens heureux, ça a des inconvénients. Oui, ça a des inconvénients. Ah, on ne peut pas dire aux gosses que ça a des inconvénients, mais si on peut dire aux gosses que ça a des inconvénients, on finit par leur dire aussi qu'on mourra un jour, et puis voilà, ils continuent à vivre, et ils vivent si possible, de manière heureuse, malgré le fait de savoir que ça s'arrêtera un jour. Donc, le fait que la fête doit parfois s'arrêter, on peut le dire aux gens, c'est pas, je crois que chacun peut prendre ça, on le prend à sa manière, mais c'est nécessaire. Nous vivons ensemble, nous vivons dans un système social, nous vivons dans des collectivités, et le fait de dire oui, mais moi ça ne m'arrange pas, eh ben, parfois il faut le taire. Ou si la personne ne décide pas de se taire soi-même, de trouver un moyen, non pas de la faire taire, mais peut-être de la faire taire enfin de la mettre dans une situation où ça ne fera pas trop de dégâts, le fait qu'elle continue à blablater. Bon, allez, à bientôt.